En hiver 1942, à l'extérieur de Stalingrad, un hôpital de campagne soviétique manqua de pénicilline. Les lignes d'approvisionnement étaient coupées. Les soldats blessés mouraient d'infection plus rapidement que des tirs ennemis. Les médecins n'avaient plus rien. Pas d'antibiotiques, pas de sulfamide, pas de morphine. Ce qu'ils avaient, c'était de l'ail, des caisses entières, récupérées dans les fermes que l'armée rouge avait réquisitionnées le long de la Volga. La microbiologiste soviétique Zinaïda Yermolieva avait déjà démontré que la pâte d'ail, appliquée directement sur les plaies ouvertes, pouvait prévenir la gangrène. Les médecins militaires écrasèrent des gousses crues, les mélangèrent en solution et les appliquèrent contre les tissus infectés. Cela fonctionna, pas aussi bien que la pénicilline, mais suffisamment bien pour que des soldats qui auraient dû mourir de septicémie survivent. L'armée rouge appela l'ail la pénicilline russe, non pas comme une plaisanterie, mais comme une classification de terrain. Et voici ce que personne ne vous a dit à propos de cet ail. Cru, il fonctionne pendant environ 60 secondes. Le composé qui tue les bactéries, la lysine, a une demi-vie mesurée en minutes. Au moment où il atteint votre circulation sanguine, la plupart a déjà disparu. Les médecins soviétiques l'appliquaient directement sur les plaies parce que l'avaler n'aurait presque rien fait. Mais il existe une méthode, plus ancienne que les antibiotiques, plus ancienne que la pénicilline, plus ancienne que la théorie des germes elle-même, qui transforme ces mêmes gousses en quelque chose que votre corps peut réellement absorber. 8 gousses, un bocal, du miel cru et 6 semaines de patience. Le résultat est une fermentation qui convertit la lysine en un composé appelé S-allylcystéine que votre corps absorbe avec plus de 90% de biodisponibilité. Le même ail, les mêmes composés soufrés, presque 6 fois plus puissants, et le coût total est inférieur à ce que vous payez pour une franchise. Voici ce qui se passe réellement à l'intérieur d'une gousse d'ail quand vous l'écrasez, parce que c'est la partie qui fait de la fermentation au miel plus qu'une astuce de cuisine. L'ail intact ne contient pas d'allicine, 0. Ce qu'il contient est un composé appelé alliine, stocké dans un compartiment de la cellule, et une enzyme appelée alliinase, stockée dans un compartiment séparé. Quand vous coupez, écrasez ou mâchez une gousse, vous rompez les parois cellulaires et les deux composés entrent en contact. L'alliinase convertit l'alliine en allicine en 10 à 60 secondes. Cette réaction est la raison pour laquelle l'ail fraîchement écrasé brûle votre langue. C'est de la chimie qui se produit en temps réel sur votre planche à découper. La lysine est extraordinairement puissante. Les études de laboratoire ont mesuré sa concentration minimale inhibitrice contre le SARM, Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, à 16 à 32 microgrammes par millilitre. C'est comparable aux antibiotiques pharmaceutiques. En 2014, des chercheurs testant l'extrait d'ail combiné avec l'ampicilline ont découvert que la combinaison réduisait la dose efficace de l'antibiotique de 20 à 40 fois. L'ail ne remplaçait pas le médicament, il rendait le médicament 20 à 40 fois plus efficace. Mais voici le problème, l'allicine est aussi extraordinairement instable. Sa demi-vie dans le sang est inférieure à 1 minute. Moins d'1 minute. Au moment où elle entre dans votre circulation, elle commence à se décomposer. Si vous mangez une gousse crue, la plupart de l'allicine est détruite par l'acide gastrique avant d'atteindre votre circulation sanguine. Votre intestin la voit, votre sang la remarque à peine. C'est pourquoi la fermentation au miel existe. Quand l'ail cru reste submergé dans du miel cru pendant des semaines, l'allicine ne survit pas intacte. Elle se décompose, mais elle ne disparaît pas. Elle se convertit en une famille de composés organosoufrés, dont le plus important est la S-allylcystéine, ou SAC. Et la SAC est fondamentalement différente de l'allicine d'une manière critique. La biodisponibilité. Allicine crue, mauvaise absorption systémique, demi-vie sous 1 minute, détruite par la digestion. S-allylcystéine, plus de 90% de biodisponibilité orale, stable dans le sang, détectable dans le plasma pendant des heures. L'extrait d'ail vieilli, qui subit le même processus de conversion, contient 5,9 fois plus de SAC que l'ail cru. 5,9 fois. La même gousse, les mêmes composés soufrés, restructurés par le temps et la fermentation en une forme que votre corps peut réellement utiliser. Ce n'est pas une amélioration, c'est la différence entre un médicament que vous avalez et un médicament qui fonctionne. Maintenant voici le chiffre qui devrait vous tenir éveillé ce soir. 47 milliards de dollars. C'est ce que le marché mondial des antibiotiques génère chaque année.
Et la dernière fois que vous avez eu mal à la gorge, une infection des sinus ou un rhume de poitrine, voici ce que ce marché vous a facturé pour le privilège. Une visite chez le médecin, 150 à 250 $ sans assurance. L'ordonnance d'antibiotiques, 10 à 90 $ selon que votre pharmacie participe à votre plan. La visite de suivi quand le premier traitement n'a pas fonctionné, encore 150 $. Coût total pour une infection respiratoire haute commune qui selon le CDC se résout d'elle-même dans 85% des cas, 310 à 490 $. Pour une maladie qui ne nécessitait pas l'antibiotique qui vous a été prescrit, 28%. C'est l'estimation du CDC lui-même de combien d'ordonnances d'antibiotiques aux États-Unis sont inutiles, 28%. Des dizaines de millions d'ordonnances par an écrites pour des infections qui ne les nécessitent pas. Chacune coûte de l'argent, chacune favorise la résistance, chacune perturbe votre microbiome intestinal, chacune ne résout rien. Mais l'ordonnance a été écrite parce que le patient s'attendait à une pilule. Le médecin avait 7 minutes par rendez-vous et personne n'a mentionné le bocal posé sur un comptoir dans la province de Jeju, Corée du Sud, qui fait ce travail depuis des siècles. Parce que la fermentation ail-miel n'est pas une invention américaine. Les ménages coréens, japonais et chinois submergent l'ail dans le miel et le font vieillir depuis des générations. Dans la préfecture d'Aomori, au Japon, l'ail noir, qui subit une transformation similaire par la réaction de Maillard, est produit commercialement depuis 2004 et consommé traditionnellement depuis bien plus longtemps. Le principe est identique. Le temps transforme l'ail d'un ingrédient cru avec une mauvaise biodisponibilité en un composé concentré, stable à la conservation, que votre corps peut absorber. 8 gousses coûtent 40 centimes. Un bocal de miel cru coûte 3 à 8 $. Investissement total, moins de 5 $ pour une fermentation qui dure 12 mois ou plus. Maintenant nous arrivons à la preuve, et c'est la partie que le commentateur Montrez-moi les études va vouloir entendre. En 1858, Louis Pasteur plaça des gousses d'ail dans une boîte de pétri de bactéries. Les bactéries moururent. C'était la première observation documentée en laboratoire des propriétés antimicrobiennes de l'ail. En 1944, Chester Cavalito et John Hayes Bailey, au Sterling Winthrop Research Institute, isolèrent le composé responsable et le nommèrent allicine. Ils publièrent leur découverte dans le Journal of the American Chemical Society. L'agent antibactérien dans l'ail fut identifié il y a 82 ans. Il n'a jamais été contesté. En 2001, Peter Josling publia un essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo dans la revue Advances in Therapy. 146 participants sur 12 semaines pendant la saison de pointe des rhumes. Le groupe ail rapporta 24 rhumes. Le groupe placebo rapporta 65. C'est une réduction de 63%, et les symptômes du groupe ail durèrent en moyenne 1,52 jours contre 5,01 jours pour le placebo. Le rhume ne se produisait pas seulement moins souvent, il se résolvait plus de 3 fois plus rapidement. Mais l'étude qui devrait mettre fin à l'argument entièrement est celle qui testa le miel et l'ail ensemble. Les chercheurs mesurant les zones d'inhibition, la méthode de laboratoire standard pour tester l'efficacité avec laquelle une substance tue les bactéries, trouvèrent que la combinaison miel-ail produisait des zones d'inhibition de 18 à 35 mm contre les pathogènes communs. Pour comparaison, les antibiotiques commerciaux standards testés dans la même étude produisirent des zones moyennant 24 mm. La préparation miel-ail égalait ou dépassait le standard pharmaceutique dans une boîte de pétri pour moins de 5 $. Une revue de 2019 publiée dans la revue Antioxydants analysa ce qui arrive à l'ail pendant le processus de vieillissement et de fermentation. Le contenu total en polyphénol augmente d'environ 3 fois au 6e mois. La capacité antioxydante mesurée par le test DPPH augmente 15 fois. Mesurée par le test ABTS, 61 fois. Le contenu en flavonoïdes augmente 8 fois. Plus l'ail fermente longtemps, plus il devient pharmacologiquement actif. Ce n'est pas de la sagesse populaire, c'est de la chimie analytique publiée dans une revue à comité de lecture. Maintenant voici la partie que la plupart des gens comprennent mal, et c'est la différence entre un bocal qui a un goût intéressant et un bocal qui remplace votre armoire à pharmacie. À 30 jours, votre fermentation ail-miel est vivante et active. Le miel s'est aminci à une consistance sirupeuse, versable. Les gousses se sont ramollies. Des bulles montent et descendent depuis des semaines. La conversion de la lysine en SAC et autres composés organosoufrés est bien en cours.
À ce stade, la fermentation a de véritables propriétés antimicrobiennes et une vraie activité probiotique de la fermentation sauvage. Elle a un goût piquant, aillé, avec une douceur chaude en dessous. C'est la fermentation efficace minimale, elle fonctionne. Mais à 6 mois, quelque chose d'autre se produit entièrement. La réaction de Maillard, le même processus chimique qui rend le pain doré et crée les saveurs complexes dans le café torréfié, commence à transformer l'ail au niveau moléculaire. Les gousses s'assombrissent du blanc à l'ambre au brun foncé. L'âpreté disparaît. La saveur devient riche, presque umami, avec une douceur qui n'a rien à voir avec le miel. Le contenu total en polyphénol, qui était déjà élevé à 30 jours, triple. L'activité antioxydante augmente 61 fois comparé à l'ail cru. Le contenu en flavonoïdes augmente 8 fois. L'ail n'a pas pourri, il ne s'est pas gâté, il a subi la même transformation qui se produit dans la production traditionnelle d'ail noir, mais lentement, à température ambiante, sur des mois au lieu de jours dans une chambre chauffée. Et le miel, qui a commencé comme un simple milieu sucré, contient maintenant des composés organosoufrés dissous, des probiotiques traces et une concentration de molécules bioactives qui n'existait pas quand vous avez scellé le bocal. C'est le bocal de 6 mois, celui qui repose sur l'étagère dans une cuisine de ferme dans la province de Chungcheongnam-do, Corée du Sud, qui est là depuis l'automne, celui qu'une grand-mère sort quand quelqu'un dans la famille attrape un rhume, celui que chaque culture qui a jamais fermenté l'ail dans le miel a découvert indépendamment. Plus vous attendez, plus il devient puissant. Voici exactement ce que vous faites. Vous avez besoin de 8 gousses d'ail, fraîches, fermes, sans pousse verte. Si la gousse a une pousse verte au centre, elle est vieille. Le contenu en haline a déjà commencé à se dégrader. Utilisez des gousses fraîches. Vous avez besoin d'un bocal. Un bocal Mason de 8 onces est parfait. Nettoyez-le avec de l'eau chaude et laissez-le sécher à l'air. N'utilisez pas de savon antibactérien. Les produits chimiques résiduels peuvent inhiber la fermentation. Et vous avez besoin de miel cru. Ce n'est pas optionnel. Le miel pasteurisé a été chauffé à 145 degrés Fahrenheit, ce qui tue les enzymes et les levures sauvages qui conduisent la fermentation. Miel cru, non filtré, non pasteurisé, le type qui est trouble et cristallise sur l'étagère. Si l'étiquette dit pur mais ne dit pas cru, il est probablement pasteurisé. Un bocal de miel local cru coûte 3 à 8 $ dans n'importe quel marché fermier du pays. Épluchez les 8 gousses. Écrasez légèrement chacune avec le côté plat d'un couteau. Vous voulez rompre les parois cellulaires pour commencer la conversion haline en allicine. Maintenant, laissez les gousses écrasées reposer sur la planche à découper pendant 10 minutes. Cette étape est critique. L'enzyme alliinase a besoin de temps d'exposition pour convertir l'aline en allicine avant que les gousses n'aillent dans le miel. Si vous sautez cette étape et mettez des gousses intactes directement dans le bocal, vous obtenez moins de conversion d'allicine et une fermentation plus faible. 10 minutes. Réglez un minuteur. Placez les gousses écrasées dans le bocal. Versez le miel cru par-dessus jusqu'à ce qu'elle soit complètement submergée. Laissez environ un demi-pouce d'espace libre au sommet. Ne le remplissez pas à ras-bord. La fermentation produit du dioxyde de carbone et le miel va se dilater. Fermez le bocal légèrement, pas hermétiquement. Le gaz a besoin d'un endroit où aller. Jour 1 à 7. Retournez le bocal à l'envers une fois par jour. Les gousses d'ail flottent. Retournez assure qu'elles restent enrobées de miel et ne sèchent pas au-dessus de la surface, ce qui pourrait inviter la moisissure. Vous verrez de petites bulles se former vers le jour 3 ou 4. C'est une fermentation active. Au jour 7, le miel sera visiblement plus mince, presque aqueux comparé à ceux avec quoi vous avez commencé. C'est normal. L'échange osmotique entre l'humidité de l'ail et les sucres du miel est en cours. La fermentation fonctionne. Après la première semaine, passez à retourner tous les 2 à 3 jours. Le bouillonnement actif ralentit, mais la transformation chimique continue. À 30 jours, vous avez une fermentation utilisable. À 3 mois, vous en avez une puissante. À 6 mois, vous avez la vraie chose. À 12 mois, vous avez quelque chose qu'aucune compagnie de suppléments sur Terre ne vend. Voici le protocole de dosage. Pour le soutien immunitaire quotidien, 1 gousse par jour, mâchée ou avalée entière, plus 1 cuillère à café du miel fermenté. Prenez-le le matin à jeun. Les composés organosoufrés s'absorbent mieux sans nourriture concurrente dans l'intestin.
Au premier signe d'un rhume, mal de gorge ou grippe, 2 cuillères à café du miel fermenté, plus 1 à 2 gousses, 3 fois par jour, matin, après-midi et avant le coucher. Continuez pendant 5 à 7 jours ou jusqu'à ce que les symptômes se résolvent. C'est le protocole de 2 cuillères à café. Laissez Josling utiliser une capsule d'extrait d'ail par jour et atteignez encore une réduction de 63% des rhumes. 2 cuillères à café de miel ail fermenté de 6 mois délivrent une concentration substantiellement plus élevée de composés biodisponibles que n'importe quelle capsule de supplément unique. Pour les maux de gorge spécifiquement, laissez une cuillère à café de miel fermenté se dissoudre lentement sur l'arrière de votre langue. Ne l'avalez pas immédiatement. Laissez-le enrober la gorge pendant 30 à 60 secondes. Le miel seul a des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires documentées sur le tissu muqueux. Le miel infusé avec 6 mois de composés organosoufrés dérivés de l'ail fait les 2 travaux à la fois. Quelques règles, et ce ne sont pas des suggestions. Premièrement, le botulisme. C'est la question que tout le monde pose, et la réponse est directe. Clostridium botulinum peut croître dans des environnements anaérobies à faible acidité. Le miel cru est un porteur potentiel connu de spores de botulisme. Cependant, dans une fermentation ail-miel correctement faite, le pH descend en dessous de 4,6 dans les 2 à 4 premières semaines, car la fermentation produit des acides organiques. En dessous de 4,6, le botulisme ne peut pas produire de toxines. Il y a 0 cas documenté de botulisme par l'ail fermenté au miel dans la littérature médicale publiée. 0. Mais pour être sûr, surveillez le pH si vous avez des bandelettes et ne donnez pas de miel cru aux enfants de moins de 12 mois. Leur flore intestinale ne peut pas supprimer les spores. Deuxièmement, les anticoagulants. L'ail a de légères propriétés anticoagulantes. Si vous prenez de la warfarine, de l'aspirine ou tout anticoagulant sur ordonnance, consultez votre médecin avant de consommer de l'ail fermenté quotidiennement. Troisièmement, arrêtez de consommer de l'ail fermenté au moins 2 semaines avant toute chirurgie programmée. L'effet anticoagulant peut augmenter le risque de saignement. Quatrièmement, si à tout moment vous voyez de la moisissure duveteuse pousser sur la surface du miel ou sur une gousse qui a flotté au-dessus de la ligne de miel, jetez tout le lot. Un film blanc ou un bouillonnement mineur à la surface est une activité de fermentation normale. Une croissance duveteuse, surélevée, colorée ne l'est pas. Cinquièmement, stockez la fermentation finie à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil. Elle n'a pas besoin de réfrigération. Le miel est naturellement antimicrobien et l'environnement à pH bas s'auto-préserve. Un bocal correctement fait dure 12 mois ou plus. Pasteur documenta les propriétés antibactériennes de l'ail en 1858. Cavalletto isola l'allicine en 1944. Josling le prouva dans un essai en double aveugle en 2001. La science de la fermentation confirma la biodisponibilité du vieillissement en 2019. Et le bocal qui combine tout cela coûte moins que la franchise pour voir le médecin, qui ne le mentionnera jamais. 8 gousses, 1 bocal, miel cru, 6 semaines minimum. La formule que les grands-mères coréennes, les fermiers japonais et les médecins de campagne soviétiques ont tous découverte indépendamment, non pas parce qu'ils ont lu le même article, mais parce qu'ils ont observé le même résultat. Et chaque année, l'industrie pharmaceutique génère 47 milliards de dollars en vous vendant une ordonnance pour quelque chose qui repose sur un comptoir de cuisine depuis des siècles. Si vous avez trouvé cela utile, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, parce que la semaine prochaine, je vais vous montrer l'extrait d'écorce fermentée que les guérisseurs des Appalaches utilisaient pour les douleurs articulaires pendant 200 ans, avant que l'industrie pharmaceutique ne synthétise le composé, le brevette et fasse disparaître l'original par le prix.